Se libérer des tâches administratives, c'est le rêve de tout médecin. Lors de ta prochaine consultation, tu peux faire ce test. Combien de temps passes-tu concrètement sur ton ordinateur, à taper, à cliquer, à chercher les ordonnances? Et tout ce temps passé sur ton ordinateur, c'est beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie, moins d'attention pour ton patient et une sacrée charge mentale qui s'accumule au fur et à mesure de la journée à jongler entre ces ordonnances et ton logiciel médical. C'est ce temps précieux et cette énergie qu'on aimerait tous économiser. Heureusement, l'IA peut nous aider pour ça. Aujourd'hui, je reçois le docteur Kevin Aubrin qui a fondé Cortex AI, une solution qui retranscrit ta consultation et qui te permet de générer n'importe quel document. Et il nous explique ce que l'utilisation de ce type d'outil change concrètement dans son quotidien aux urgences. Eh ben, écoute, Kevin, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Je te laisse te présenter du coup pour les auditeurs. Eh ben, écoute, merci beaucoup Marie de m'accueillir. Je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Kevin Aubrin. Je suis interne en médecine d'urgence à Caen. Mon parcours rapidement, j'ai fait un master 2 de neurosciences cognitives à Paris. C'était à l'époque de l'année du Covid, en 2019-2020. Et à l'époque, j'avais pu voir pas mal de choses autour de l'intelligence artificielle qui étaient en train d'arriver, mais qui n'étaient pas encore très connues à l'époque. Notamment les modèles comme GPT-2, qui étaient précurseurs de ChatGPT, mais c'était pas encore ChatGPT. Après ça, j'ai voulu revenir en médecine parce que les sciences fondamentales, la médecine me manquait, les sciences fondamentales, je ne me voyais pas faire ça de ma vie et continuer sur une thèse, en tout cas pas tout de suite. Donc je suis revenu en médecine à Caen en 4e année et j'ai commencé mes premiers stages. Et là, le constat que j'ai fait, c'est que un médecin passait environ 80% de son temps devant l'ordinateur et 20% de son temps avec les patients. Enfin, je grossis un peu le trait, mais c'est grosso modo ça les statistiques. Il y a même des études qui avaient été faites, notamment en Suisse, qui montraient un résultat à peu près similaire à ça. Donc je me dis qu'il y a clairement un problème. Et moi qui venais d'un milieu où j'avais pas mal vu ce que permettait de faire l'intelligence artificielle, je voyais clairement le potentiel de la chose et je me disais, mais l'IA pourrait nous faire gagner énormément de temps dans tous ces processus très répétitifs qui n'ont pas de valeur ajoutée, enfin, très peu de valeur ajoutée en eux-mêmes, à savoir rédiger une observation médicale, faire une prescription médicale. Ce qui a de la valeur, c'est le choix que fait le médecin dans le médicament qu'il va mettre, c'est le fait d'administrer le médicament au patient. Ce qui a beaucoup moins de valeur, c'est de le tracer dans le dossier. Alors certes, ça a de la valeur parce qu'il faut que les collègues après puissent le voir, mais qu'on fasse 15 clics pour renseigner le médicament ou qu'on en fasse 2, ça va pas changer fondamentalement la face du monde. Et donc je me disais, il y a un temps énorme qu'on peut gagner avec l'IA. Et donc en 2022, je décide de lancer une entreprise avec un associé qui est ingénieur en IA. On lève des fonds auprès de médecins. On a levé à peu près 350 000 euros en tout sur les 3 ans de boîte. On avait pour objectif de développer un assistant de consultation et un logiciel métier complet pour médecins libéraux qui soit automatisé au maximum par intelligence artificielle. On a eu 5 développeurs à peu près sur toute la vie de la boîte. C'était un projet dans lequel on a vraiment mis toutes nos tripes. Et on avait un début de traction commerciale, on avait un essai qu'on avait commencé dans un hôpital à Caen, le centre François Baclès, qui était, les médecins qui avaient testé étaient assez enthousiastes par rapport au projet. Et en fait, malheureusement, le manque de financement et l'absence de rentabilité à court terme, malgré le début d'activité, c'était pas suffisant pour pouvoir faire tenir le projet sur plus longtemps que ça. Donc, on a dû arrêter avec mon associé. Mais moi, de mon côté, avec les dernières, l'intelligence artificielle, ça révolutionne beaucoup de domaines et pas que la médecine. Ça a révolutionné avant tout le domaine du développement informatique. Et en fait, avec les solutions comme Claude Code et comme d'autres, on peut aujourd'hui avoir la productivité d'une très grosse équipe de développeurs en étant tout seul et pour un prix extrêmement faible. Donc, je me suis pas arrêté sur cet échec-là et je me suis dit que j'allais repartir tout seul cette fois-ci parce que mon associé voulait faire autre chose. Et que je repartais tout seul sur un projet similaire. Et donc, ça s'appelle Cortex AI maintenant. Et on va pouvoir en discuter. Voilà. Super, bah écoute, bravo. En tout cas, de toute façon, tu as quand même vendu ta solution, tu l'avais développée. Oui. Donc, qui était une solution tu vas nous en parler donc qui enregistre la consultation et qui permet ensuite d'avoir un compte rendu de consultation et puis ensuite de générer des documents un peu à la demande. Donc ça a marché quand même. Tu as développé tout ça,
Tu as fait les choses. Tu avais des Il y avait un clients. marché, oui. Ouais, Il y avait tout à clairement un fait. marché. Il y a eu des premiers clients, qui étaient satisfaits. Ça fonctionnait bien, mais c'est vraiment la traction n'était pas suffisante, voilà, pour supporter les charges de toute l'équipe. Et malheureusement, on rentrait dans une phase où les financements privés comme publics d'ailleurs étaient de plus en plus compliqués. Donc on n'avait pas les chiffres nécessaires pour pouvoir aller faire des plus grosses levées, quoi. Mais en effet, il y avait un début de traction, il y avait un marché. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même bête de s'arrêter là parce que on peut considérer qu'on a mal géré la boîte, hein, clairement. Enfin, mal géré. C'est fait des mauvais choix plutôt sur le marketing, sur la communication, sur le management, sur le recrutement, sur tout ça. C'est ça. C'est pas. Et donc, vu que en fait, le projet s'est pas arrêté parce qu'il n'y avait pas de marché ou parce que le produit était pas bon, le projet s'est arrêté parce qu'on n'a pas eu les financements pour continuer. Et donc, comme finalement ça change complètement maintenant avec le développement associé, agentique, comme on appelle ça, ou le vibe coding, comme l'appellent certains. Et bah, je me dis qu'il fallait que je continue, quoi, tout simplement. Il y a vraiment finalement un marché et il y a vraiment quelque chose à faire pour soulager en fait les médecins sur leur travail administratif. Alors, j'ai développé 2 choses pour l'instant. La première chose, c'est Cortex AI Copilot. C'est un copilote de consultation qui prend la forme, pour pas que les médecins soient dépaysés, ça prend la forme d'un chat, comme ChatGPT, comme Claude, comme toutes les applications aujourd'hui d'IA qu'on connaît. Et en fait, cette application-là, elle a la particularité d'avoir des outils qui sont spécialisés pour la pratique médicale. Donc, il y a une première fonctionnalité de retranscription de conversation. En fait, on va venir retranscrire la conversation médecin-patient. Tout ce qui est dit entre le médecin et son patient, on le retranscrit. L'enregistrer quoi? Alors, il va enregistrer, là, c'est ça? Par un micro? en gros, c'est ça. Ça passe par un micro. L'audio est capté. Il est transformé en texte, comme si c'était de la dictée vocale, quoi, en gros. Et après, à partir de ce texte-là, on a toute la transcription de la conversation. On va pouvoir générer une observation médicale. Donc, on donne ça à notre moteur d'intelligence artificielle qui est tellement intelligent qu'il est capable de prendre en compte toute la conversation qui a été dite, de la compiler, de l'analyser. Et en gros, il va pouvoir nous générer une observation médicale directement. Il y a aussi une fonctionnalité sur laquelle je suis en train de travailler actuellement de recherche dans des bases de données de connaissances. C'est-à-dire que quand on se pose une question sur une recommandation qu'on n'a plus forcément en tête ou on veut rechercher moi, un truc que je fais pas mal en tant qu'interne, quand je dois prescrire un médicament, souvent ça m'arrive, je connais pas forcément le dosage, je connais pas forcément la forme pharmaceutique, je vais regarder le RCP, le résumé des caractéristiques du produit. Et ben là, en fait, j'ai intégré tous les RCP de médicaments de la base de données publique des médicaments. Comme ça, si on a une question à poser, on se pose une question sur un médicament, on pose la question et on a la réponse tout de suite avec le lien vers le RCP. Ça permet de gagner énormément de temps quand on cherche juste une information. Ou si on cherche, par exemple, dans le RCP, il y a aussi les effets indésirables d'un traitement, on se dit, OK, est-ce que mon patient qui présente des vertiges, est-ce que ça peut être dû à son valsartan ou je sais pas quel médicament? Là, on pose la question, ça va tout de suite aller chercher la réponse dans le RCP et afficher la réponse. Donc ça, c'est le copilote. Pour l'instant, il n'y a que ces 2 fonctionnalités-là, mais il y en aura d'autres par la suite. Et après, en fait, il y a un logiciel métier que j'essaie de développer, complet, donc qui viendrait en remplacement des logiciels existants sur le marché. Alors, je prétends pas à les remplacer tous, évidemment, mais c'est pour bien faire comprendre aux médecins que c'est à prendre à la place de son logiciel métier actuel. C'est pas quelque chose qui va venir s'intégrer en plus, parce qu'intégrer des nouveaux outils sur des logiciels existants, c'est très compliqué. Et donc, en gros, ça va être un logiciel de gestion de dossiers patients que j'ai essayé de penser pour que ce soit le plus intuitif possible, le plus facile à utiliser possible. Et en fait, quand on a ouvert sa consultation, qu'on est en train de faire sa consultation, on peut tout à fait transcrire la conversation médecin-patient, générer une observation médicale. Et là, tout l'intérêt, c'est que l'observation médicale qui va être générée directement dans la consultation ouverte. On n'a pas besoin d'aller faire un copier-coller ou quoi que ce soit, c'est directement dedans. Deuxièmement, là, j'ai développé un module de prescription médicale, de prescription de médicaments. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut venir demander en fait à Cortex de faire une prescription pour nous. Et donc, il va venir tout simplement, plutôt qu'on ait à ouvrir le formulaire, chercher le médicament dans la base, sélectionner matin, midi, soir, etc., etc. Et en fait, on lui dit prescris-moi du paracétamol 1 gramme toutes les 6 heures pendant 7 jours. Et puis, on attend quelques secondes et la prescription est faite. On n'a pas besoin de faire de clic.
et ça se met directement dans la consultation. Et l'idée, c'est d'aller, donc là, je suis encore en cours de développement, mais l'idée, c'est d'aller au bout de tout ce qu'on peut imaginer, finalement, de tout ce qui peut faire gagner du temps au médecin, générer un dossier MDPH, générer un arrêt de travail, le télétransmettre, renseigner tout ce qui est tension artérielle, fréquence cardiaque, etc., dans son dossier. Finalement, au lieu d'aller rentrer ça dans des cases pour que ça fasse des graphiques, on peut le capter directement depuis la conversation médecin-patient ou en une commande vocale très rapidement. Voilà, aujourd'hui, mon patient, il a 16,8 de tension, je vais augmenter un peu son ramipril, on va passer de 5 à 5 mg ou que sais-je. Et puis hop, il fait la prescription, il renseigne la tension artérielle dans le dossier et on n'a plus rien à faire en fait. Et là, on peut soit passer au patient suivant, soit prendre le temps un peu plus avec son patient, de l'interroger, de l'examiner. Et en fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de permettre au médecin de gagner un maximum de temps, mais sans rogner sur la qualité de la relation médecin-patient, et au contraire, en rognant sur tout ce qui est fastidieux et fatigant à faire, et en permettant au médecin comme ça de gagner du temps pour son patient ou pour avoir plus de patients, parce qu'on sait qu'il y a une demande très clairement de la part des patients et que les médecins courent toujours après le temps. Tout à fait. Donc, du coup, on est d'accord que l'IA, elle vient juste là où, pour nous, c'est désagréable et là où c'est fastidieux d'aller cliquer ou taper ou dicter des comptes rendus. Elle fait Exactement. tout ça et nous, on fait tout le reste. Exactement. La réflexion clinique, la réflexion diagnostique, la réflexion sur la prise en charge, la discussion avec le patient, c'est le médecin qui l'a fait. On ne vient pas remplacer le médecin. On vient simplement épauler le médecin dans toutes les choses fastidieuses qui généralement ne plaisent pas aux médecins, qui généralement leur prennent la tête, leur prennent du temps, de l'énergie. Et ça fait qu'à la fin de la journée, au lieu d'avoir... moi, j'ai un médecin avec qui j'avais discuté un moment qui me disait qu'il prenait des internes avec lui et que des fois, il faisait la consultation à deux. Et il me disait, quand on fait la consultation à deux, c'est tellement plus agréable. Moi, je me concentre sur le patient et mon interne est en train de remplir le dossier, ou vice-versa, je le laisse faire la consultation et moi, je remplis juste le dossier, je prends des notes et je remplis les constantes physiologiques, je fais la prescription. En fait, à la fin de la journée, on se rend compte qu'on a vu autant de patients, mais on est beaucoup moins fatigué. Et donc, l'idée, c'est de permettre de faire la même chose, mais sans avoir besoin de prendre un interne ou de prendre un assistant avec soi, et simplement que ce soit une intelligence artificielle qui le fasse. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est une interface de chat, tout ce qu'il y a de plus classique, avec, comme on a l'habitude sur ChatGPT ou autre. On arrive donc sur une interface comme celle-ci. On a un chat, on peut parler directement ici à l'intelligence artificielle, lui poser une question sur une recommandation ou autre. Et donc, on peut transcrire la conversation médecin-patient. Donc, pour ça, il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là. Donc là, ça va venir lancer la transcription de la conversation. Donc là, ça capte ce qui est dit dans mon micro. Et puis, quand j'ai terminé, j'ai juste à cliquer là pour que ça vienne. Donc là, il a transcrit et quand j'ai terminé. Voilà. Et donc là, j'ai ma conversation médecin-patient qui s'affiche ici. Je peux ouvrir à cet endroit-là aussi. Et donc là, je vais juste faire un copier-coller d'une conversation que j'ai générée rapidement avec Claude, juste pour pouvoir donner un exemple. Donc, on va mettre ça à la place, comme si on avait transcrit une conversation. Donc j'ai dit, je demandais juste simplement qu'il me génère une conversation médecin-patient à propos d'une névralgie cervico-brachiale. Et donc après, j'ai ici un bouton action rapide qu'on peut personnaliser, on peut mettre toutes les options qu'on veut, et on peut cliquer ici sur rédiger une observation médicale. Et là, tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça dit à notre agent, génère-moi une observation médicale, tout simplement. Donc là, il nous génère l'observation médicale. Donc il va tourner un petit peu pendant quelques secondes. Et après, il va nous dire, voilà l'observation médicale dont vous avez besoin, enfin que vous avez demandé, et elle se retrouve ici. Et donc là, si on lisait la conversation médecin-patient ici, on verrait le contenu, voilà, bonjour, qu'est-ce qui vous amène, blablabla, c'est une névralgie cervico-brachiale. Donc là, on a le motif, les antécédents non précisés, l'histoire de la maladie, l'examen clinique, la prise en charge, et on peut tout simplement venir copier, en cliquant sur le petit bouton ici, l'observation. On peut aussi la refermer comme ça, la rouvrir. Et donc là, c'est un document en fait qui est créé en base de données et qu'on va pouvoir retrouver aussi facilement. L'idée, c'est que quand il y aura le logiciel métier, ce document-là, il apparaîtra directement dans la consultation. Donc voilà comment ça marche, c'est aussi simple que ça. Et donc on peut personnaliser évidemment le modèle. On peut avoir plusieurs modèles. Je travaille aussi sur une fonctionnalité où on permet de partager les modèles. C'est-à-dire que dans une marketplace de modèles avec des médecins qui vont pouvoir dire voilà, je vais comment dire, je suis cardiologue, j'ai fait des modèles spécialisés en rythmologie parce que je suis rythmologue, et je fournis tous mes modèles de compte rendu.
Et puis comme ça, les autres pourront venir les récupérer, éventuellement les commenter, éventuellement les modifier, etc., etc., quoi. Donc ça, c'est pour la génération d'observation médicale. Et puis si je lui dis, alors je ne sais pas s'il y a des recommandations particulières dans la HAS à ce propos, mais donne-moi les recommandations de prise en charge d'une névralgie cervico-brachiale dans les recos HAS. Là, il va me faire une recherche dans la base de données clinique où il y a toutes les recommandations HAS. Donc, il commence par reformuler la question. Là, il a trouvé 10 résultats. Il va évaluer la pertinence, il va les sélectionner ou pas. Donc là, il en a récupéré un pertinent sur les 10 seulement. Il réfléchit encore un peu. Et après, là, il y en a 8 nouveaux. Donc des recommandations de bonne pratique. Il met un petit peu de temps. Et après, il va nous formuler une réponse détaillée sur la prise en charge d'une névralgie cervico-brachiale. On peut faire la même chose sur la base de données publique des médicaments. Si on veut connaître, je sais pas, les effets indésirables de l'amiodarone, on peut lui demander, et puis il va venir les récupérer. Donc voilà, de toutes ces étapes qui sont faites, il vérifie la fiabilité. Et après, donc voilà. Donc là, il me dit qu'il ne contient pas d'informations, il n'a pas trouvé ce qu'il fallait au final. Donc c'est qu'il ne doit pas y avoir de recommandations particulières là-dessus. Oui, c'est peut-être ça. Voilà. Mais donc, Très bien. Donc c'est un tout en un, quoi. Voilà. Du coup, au même endroit, on a tout, et on n'a pas besoin de changer de fenêtre et tout ça, c'est intelligent. Exactement. Et il y aura génération d'ordonnances, génération de dossiers MDPH, génération de formulaires CERFA, accident de travail et autres. Alors pour les arrêts de travail, je sais pas, je crois que la Sécu, je me renseigne, mais n'accepte peut-être que les formulaires papier ou les télétransmissions. Mais pareil, je travaille sur l'intégration du téléservice. Donc voilà, c'est en construction, mais ça avance assez vite. Et voilà. Bravo, écoute, super, hein, quel travail. Donc du coup, ça, c'est ce que tu viens de nous présenter est déjà disponible. Voilà, ça c'est disponible c'est déjà. Ça On peut s'en servir, et donc, tout à fait. C'est un abonnement, comment ça marche? Alors c'est un abonnement, 59 € par mois ou 590 € par an si on décide de payer un an d'un coup, toute taxe comprise, un TTC. Et voilà, sachant qu'en plus à venir, il va y avoir plein de nouvelles fonctionnalités. Il y a une version gratuite, c'est-à-dire que quand on arrive directement sur l'URL de l'application, il n'y a pas besoin de créer de compte pour pouvoir tester, on peut directement faire une consultation, on peut tester. Alors on est simplement limité au niveau de la transcription audio à 15 minutes, parce que sinon, moi de mon côté, ça explose les coûts et je ne vais pas pouvoir subvenir à tout ça. Et puis si on crée un compte, qu'on a un compte gratuit, là on passe à 5 heures d'audio tous les mois. Donc c'est soit on n'a pas de compte du tout et on a 15 minutes d'audio gratuite qu'on peut transcrire, ça veut dire à peu près une consultation, quoi, grosso modo, par jour, et pour essayer. Et sinon on crée un compte, et tant qu'on reste sur une version gratuite, et ben on a 5 heures d'audio qu'on peut faire tous les mois, qui sera initialisé le premier du mois à chaque fois. Et puis après, si on s'abonne, et à ce moment-là, c'est totalement illimité au niveau de la transcription et au niveau de l'IA aussi. Et l'IA, il n'y a pas vraiment de limite au niveau du texte. Super. Bon, tu es généreux, 5 heures par mois, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est pas mal, mais ça permet simplement de tester comme il faut pour se rendre compte vraiment. Ça sert à rien de. En gros, les gens vont pas s'abonner s'ils n'ont pas vraiment la possibilité de tester un outil comme celui-là. Il faut vraiment le tester. Et au niveau RGPD, HDS, etc., alors l'entreprise n'est pas encore certifiée HDS en elle-même, mais on respecte tout ce qu'il faut au niveau du HDS, c'est-à-dire que pour la transcription d'audio, ça passe par un hébergeur qui s'appelle OVH, qui est un hébergeur français certifié HDS. Normalement, il y a une politique aussi où ils ne conservent pas les données, mais je suis passé chez eux il n'y a pas longtemps, donc il faut que je vérifie ça. Mais normalement, il n'y a absolument aucune donnée qui sont conservées chez OVH. Et quand bien même les conserveraient-ils, ils sont eux-mêmes certifiés hébergeurs de données de santé, donc normalement, ça ne pose pas de problème. Et de l'autre côté, pour ce qui est de l'IA générative, chez les hébergeurs français, en tout cas ceux qui sont certifiés HDS, les modèles d'IA ne sont pas du tout assez puissants. C'est des modèles d'IA open source, généralement, qui sont mis à disposition. Je vais peut-être couper mon partage. Et donc ces modèles-là, je les ai essayés et on est quand même relativement limité. Donc j'ai mis en place un processus d'anonymisation des données qui fait qu'en fait, ce qu'on envoie, par exemple, dans le contexte d'une conversation, si jamais il y a un nom, un prénom, une date de naissance, un âge qui sont transcrits ou qui se retrouvent dans l'observation médicale, et ben en fait, ils sont transformés en tokens, ils sont anonymisés. Et le LLM, pour l'instant, je suis passé sur Gemini, donc chez Google, qui ont des serveurs en France, qui ne sont pas certifiés HDS, mais qui sont en France.
eh bien, ces données-là, elles sont, elles sont totalement anonymisées. Donc Google, lui, reçoit une conversation sur laquelle il n'y a aucune information sur le patient. Donc après, quand le modèle répond, il répond en parlant de patient 1 avec prénom 1, nom 1, date de naissance avec une tranche d'âge entre 50 et 60 ans, par exemple. Et en fait, de mon côté à moi, je remets les données de santé. Et sinon, moi, c'est hébergé sur des serveurs en France qui sont, eux, certifiés HDS. C'est là où je stocke toutes les données de santé. Donc voilà, de ce côté-là, j'ai vraiment fait toutes les choses en règle. D'accord. Donc tu n'as pas encore le label, mais tu as J'ai pas encore le label, mais tu as tout le processus. voilà, tout le processus est en cours. Et donc après, toute la documentation est en cours de rédaction. Et le jour où j'aurai vraiment toute la doc qui est faite proprement, et je pourrais demander un organisme notifié d'auditer le dossier et de donner ou non le certificat, la certification HDS. Sachant que moi, de ce que j'avais vu quand je travaillais sur Tiana à l'époque, je m'étais beaucoup renseigné, j'avais discuté avec pas mal de cabinets justement de certification. Et c'est assez ambigu. Il faut que toutes les données soient stockées chez des hébergeurs certifiés HDS, mais il n'y a pas forcément besoin que l'entreprise en elle-même qui stocke les données soit certifiée elle-même HDS. Enfin, il y a plein d'éditeurs de logiciels, métiers pour médecins, qui ne sont pas certifiés HDS, mais qui sont chez des hébergeurs qui, eux, le sont, et ça ne pose pas de problème a priori. Enfin, c'est pas forcément hyper clair dans la législation ou dans la nouvelle. Donc bon. Très bien. Bon, bah écoute, super. Je mettrai bien entendu le lien en description. Écoute, comme toi, tu l'utilises vraiment au quotidien, donc dans ta pratique, toi, tu es aux urgences en ce moment, c'est ça? Je suis interne, Ouais. interne en médecine d'urgence, oui. Du coup, quel conseil tu donnerais à un médecin, un collègue, un interne qui te dit que il a peur d'intégrer l'IA dans sa pratique, qui sait pas comment faire? Quels seraient les conseils que tu pourrais lui donner? Alors, quelque chose de tout bête, auquel on ne pense pas, c'est que l'IA, c'est le premier outil auquel on peut parler vraiment naturellement et à qui on peut demander ce qu'on peut faire. Donc en fait, quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour se servir de l'IA ou comment est-ce qu'il peut intégrer l'IA, la meilleure chose à faire, c'est d'aller demander à une IA de lui dire qu'est-ce que je peux faire avec toi pour gagner du temps dans ma pratique. Donc déjà, c'est quelque chose, on n'imagine pas en fait finalement les réponses que l'IA peut donner. Elle peut donner des choses très pertinentes et on peut demander à l'IA de nous expliquer, de nous prendre par la main, de nous expliquer comme si on avait 12 ans des choses sur comment ça fonctionne, sur comment se servir de certaines choses. Et moi, je le fais très régulièrement pour apprendre de nouvelles choses et ça marche très bien. Après, dans la pratique quotidienne, moi, je sais que je m'étais servi pas mal, soit de mes outils à moi, soit de ChatGPT à l'époque, pour faire des comptes rendus d'hospitalisation quand j'étais FFI dans un service de cardiologie. Alors, le tout, c'est évidemment de ne pas donner le nom, le prénom, la date de naissance de son patient pour pas que OpenAI se retrouve avec des données de santé. Mais c'est extrêmement pratique pour faire des comptes rendus d'hospitalisation parce que vous avez un patient qui est resté là, un patient qui est resté pendant, je sais pas, 7 jours dans le service, il s'est passé pas mal de choses, il y a des examens qui ont été faits, des résultats, une prise en charge qui a été faite. Et ben dans son compte rendu, il y a juste à prendre les observations sous les yeux, et en même temps qu'on regarde, qu'on lit les observations, et ben on dicte à ChatGPT ou à Cortex. Ben voilà, mon patient, il lui est arrivé ça, on a fait un scanner qui a retrouvé tel truc, une prise de sang qui avait une CRP à temps, et puis au final, la CRP a diminué, donc on a décidé de le laisser sortir d'hospitalisation. Et en fait, ça permet de rédiger vraiment, on lui dit, bah, structure-moi ça de manière chronologique, avec les éléments importants que je t'ai dictés. Et puis après, on n'a plus qu'à faire copier-coller dans son logiciel et on a fait son compte rendu d'hospitalisation. Et moi, je me souviens, quand j'avais 3-4 sorties ou 5 sorties à faire dans la journée, et mes collègues, eux, ils finissaient à 18h et moi, à 16h, j'avais déjà terminé, quoi. Donc c'était un gain de temps considérable. Et aux urgences, pareil, j'avais discuté avec un de mes chefs qui avait été de garde le 31 décembre et c'était la sauce pas possible. Alors, je sais plus si c'était à Noël ou au Nouvel An, mais il y avait énormément de patients. Il m'a dit, j'en pouvais plus, j'ai sorti ChatGPT, et pareil, toujours sans donner les noms, prénoms et date de naissance des patients, sans avoir d'informations qui permettent d'identifier le patient. Il me dit, j'allais voir le patient, à la fin, je faisais mon résumé clinique, je lui disais de me structurer une observation, copier-coller, je passais au patient suivant. Et c'était un temps dingue qui était gagné. Oui, donc en fait, ça fait gagner du temps et on est plus présent au patient puisqu'on on a moins à taper. Et finalement, ça a juste raccourci tout ce moment désagréable où on doit taper, corriger des erreurs, etc. Surtout pour les gens qui tapent assez lentement au clavier, ça fait gagner encore plus de temps. Moi, je sais que j'ai pas mal de médecins qui me disaient, moi j'ai un certain âge, je tape avec 2 doigts sur le clavier, etc. Ton outil sur Tiana à l'époque, il me disait, ça me fait gagner un temps fou, c'est incroyable parce que ça retranscrit la conversation médecin-patient, c'est sécurisé. Éventuellement, oui, on peut dire aux patients qu'on utilise un outil comme celui-ci, on peut l'afficher en salle d'attente si on veut vraiment être 100% à l'aise avec ses patients. Ça m'est arrivé une fois qu'une patiente me dise, alors c'était quand j'étais en stage, c'était avec l'IA de Doctolib,
J'ai eu une fois une patiente qui m'a dit je veux pas que vous utilisiez ça, je dis pas de problème, je l'ai coupé, je m'en suis pas servi. Mais sinon tous les autres patients ils le voient en salle d'attente, ça leur pose pas de problème la plupart du temps. Ils se disent si ça peut permettre à mon médecin de gagner du temps, bah je sais qu'il est tout le temps sous l'eau, il a toujours beaucoup de travail, ça pose pas de problème. Et donc oui, ça permet de vraiment se libérer les mains et de gagner énormément de temps et de confort, quoi. Super. Bon, bah écoute, Kevin, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais rajouter? On a déjà parlé de plein de trucs. Non, rien de particulier comme ça. Encore merci pour ton invitation, c'était très, Bah très avec sympa. grand plaisir. Écoute, moi je trouve ça incroyable ton aventure, puis je suis hyper contente que tu continues parce que je te suis depuis que tu fais Tiana. Et bon, c'est toujours un peu un crève-cœur de voir autant de travail qui s'est arrêté, mais ça ne s'est pas arrêté puisque tu as vraiment bien fait de continuer. Je pense il y a vraiment de la place pour ces solutions que moi j'utilise. Bon, j'en utilise une autre, mais vraiment c'est vraiment un gain de temps au quotidien, donc j'y crois vraiment beaucoup. Bah longue vie, écoute à ta société. Puis de toute façon, évidemment que si tu sors ton logiciel, tu viendras bien entendu nous en parler et puis peut-être des avancées que tu auras au fur et à mesure. Et ben avec grand plaisir. Merci beaucoup Marie encore. Et puis Avec à bientôt. plaisir. À bientôt.